Stratège de gestion des risques et assurance. Un risque, une solution. Offre en actif zone CIMA. Quel potentiel pour développer le secteur des assurances? Donc la liquidité, le dynamisme des marchés financiers. Des actifs offrant des garanties en cas de crise. Crise monétaire, surinflation, garantir des défauts souverains. Donc dans notre cas là, on va insister sur le caractère monétaire, le caractère de surinflation. Une rapide introduction sur les marchés boursiers en zone CEMAC. Donc on a BVMAC à Libreville, Gabon et le Douala Stock Exchange. Donc au 31 décembre 2016, la capitalisation boursière en obligations de BVMAC est de 315 milliards, celle de Douala Stock Exchange de 182 milliards. Et en action, donc au niveau de BVMAC, on a une action, c'est celle de la société SIAT, pour 5,70 milliards. Et au niveau de Douala Stock Exchange, on a 3 actions pour une capitalisation de 148,54 milliards. Donc on va regarder pour nous ce qui nous intéresse au niveau du secteur des assurances, donc c'est au niveau obligataire. On voit qu'il y a très peu de transactions. Donc au niveau de BVMAC, sur les 315 milliards de capitalisation, on a eu 15 milliards d'échanges. Et au niveau de Douala Stock Exchange, sur 182 milliards de capitalisation, on a eu 2,90 milliards d'échanges. Voilà, donc ces données viennent du rapport de la BEAC de 2016. On va regarder plus en détail le cas de l'État gabonais, donc le cas de la dette du Gabon. Donc on a la répartition de la dette au 30 juin 2017. Et donc ce qu'on va regarder à notre niveau, ce qui nous intéresse plus, donc c'est au niveau des marchés financiers et au niveau bancaire. Donc on voit que la dette extérieure au niveau des marchés financiers est bien plus élevée que la dette intérieure. Donc on a 1250 milliards d'encours sur les marchés internationaux contre 295 milliards sur les marchés de la zone CEMAC. On va donc regarder au niveau de l'offre sur le marché CEMAC, quelle différence on a avec l'offre sur les marchés internationaux. Donc sur le marché international, le Gabon émet des eurobonds, donc les bons sont libellés en euros. L'investisseur étranger, il bénéficie ainsi d'une garantie donc en cas de dévaluation de la monnaie franc CFA. En 2015, l'État gabonais a émis ce type d'obligation donc à un taux de 6,95% pour des maturités de 10 ans. Voilà ce qui se fait au niveau international. Maintenant, en zone CEMAC, donc les obligations sont libellées en franc CFA, donc les investisseurs locaux ne bénéficient pas de protection, de garantie en cas de dévaluation du franc CFA, et les rendements sont plus faibles, donc autour de 6,5% pour des maturités de 5 ans. Donc voilà, en plus pour appuyer, au niveau de la réglementation CIMA, les assureurs gabonais et plus généralement de la zone CIMA, ils ne peuvent souscrire aux eurobonds puisque ça ne rentre pas dans le compte des actifs réglementés. Une solution possible, ce serait d'émettre des obligations avec une garantie sur l'inflation. On va commencer avec un petit historique. En 1981, le Royaume-Uni lance les premières obligations avec ce type de garantie. Donc l'idée, c'était de permettre à ces acteurs économiques de se protéger en cas d'inflation. Et donc pour l'État, ça leur permettait, eux, de diminuer les intérêts de la dette. Et donc c'est 17 ans plus tard qu'en zone euro, on a commencé à émettre ce type d'obligation, donc en France. Voilà, donc l'objectif de ce type d'obligation, c'est vraiment de protéger le pouvoir d'achat des capitaux locaux et ainsi protéger l'économie locale. Et pour l'émetteur, ça lui permet, lui, d'emprunter à des taux plus faibles. Donc voyons maintenant le fonctionnement de ce type d'obligation. Donc les coupons et le capital sont multipliés par la croissance de l'indice des prix de la consommation entre l'émission de l'obligation et la dette des flux. Donc voyons ce que ça donne au niveau des formules. Donc notre coupon, il vaut le taux de l'obligation fois le nominal, et dans le cas d'une obligation avec garantie inflation, on applique un coefficient correcteur sur la valeur du coupon. Et idem pour le flux final, sauf que cette fois c'est par 1 plus le taux qu'on multiplie puisqu'on règle en même temps le nominal.
Voilà, et donc le coefficient correcteur d'inflation, ça va être le rapport entre l'indice des prix à la date du flux par l'indice des prix à la date de l'émission de l'obligation. On peut l'exprimer différemment en faisant le produit des 1 plus le taux d'inflation entre la date du flux et la date d'émission de l'obligation. Voilà le fonctionnement de ce type d'obligation et voilà l'objectif recherché derrière, donc protéger le pouvoir d'achat des capitaux locaux et pour l'émetteur emprunter à des taux plus faibles. Donc, voyons un exemple de garantie alors possible dans le cadre de l'assurance vie. On va faire une illustration simplifiée, donc avec une obligation et un contrat d'épargne. Le client place 10 millions et récupérera cet argent dans 10 ans. Donc l'argent reçu, l'assureur le place sur une obligation à 10 ans. Donc dans le premier cas, on va prendre une obligation sur 10 ans avec un taux de coupon à 6%. Et le second cas, donc une obligation sur 10 ans, là avec une garantie sur l'inflation et un taux de coupon à 1,5%. Donc on fait l'hypothèse que l'inflation est constante à 2% sur cette première simulation. Et donc voyons dans le cas d'une obligation classique, donc là en bleu, ça représente en fait notre actif. Donc en plus clair, c'est l'actif investi et en plus foncé, donc c'est les liquidités. Donc les liquidités augmentent au fur et à mesure que les coupons sont distribués. Donc en rouge, on a les avoirs clients. Donc là, dans cette simulation, on estime que l'assureur reverse 90% des intérêts aux clients. Et donc en jaune, c'est l'évolution du pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est l'évolution de l'épargne comparée à l'évolution du coût de la vie. Donc dans ce cas-là, on a un taux servi annuel de 4,41%. Et donc le pouvoir d'achat de 10 ans après, il a augmenté de 26,33%. Voilà, donc maintenant, le cas d'une obligation avec garantie sur l'inflation. Donc ici, on a une inflation constante à 2%, donc une inflation maîtrisée. Donc forcément, avec une obligation garantie inflation, donc on a payé le prix de la garantie en fait avec un coupon plus faible, on a une performance qui est un peu moindre. Donc on arrive à avoir un taux servi annuel moyen sur 10 ans de 3,05%. Donc au bout de 10 ans, le pouvoir d'achat, il a augmenté de 10,74%. Maintenant, on va voir un cas de figure, par exemple dans le cas hypothétique d'une dévaluation en 2022, comment l'obligation avec garantie inflation finalement arrive à garantir à notre client une conservation de son pouvoir d'achat. Donc voilà, en 2022, dévaluation du franc CFA de moitié. On estime que, en fait, vu que les produits qui viennent de l'étranger, les produits qui sont vendus dans d'autres devises, leur prix va doubler. Et donc, on imagine que par contagion, les prix à la consommation vont doubler. Donc, on a une inflation de plus 100%. Dans le cadre de l'obligation classique avec le coupon à 6%, voilà, donc en termes monétaires, on a toujours un taux servi de 4,41%. Mais on voit qu'en 2022, on a le pouvoir d'achat en fait de cette épargne qui a été divisé par 2, puisque on a toujours les mêmes montants, mais le coût de la vie a doublé. Et donc au total, sur 10 ans, on perd en pouvoir d'achat de 36,11%. Alors qu'avec l'obligation garantie sur l'inflation, donc on voit qu'en 2022, on a une hausse de l'actif. Donc l'actif du fait que voilà, l'obligation est garantie sur l'inflation, on a une inflation de plus 100%, donc la valeur de notre obligation en fait va doubler. Et donc notre épargne va suivre cette augmentation. Et donc si on regarde le pouvoir d'achat, voilà, on voit en 2022, il diminue légèrement, mais il est maintenu autour de sa valeur initiale. Et donc quand on fait le bilan, on a un taux servi annuel de 9,67%. Et le pouvoir d'achat 10 ans après, il a quand même augmenté un peu, de plus 4,29%. Donc avec ce type d'obligation, quel que soit le cas de figure, donc une dévaluation ou une surinflation de manière générale, on arrive à conserver le pouvoir d'achat du client. Et donc ça peut permettre d'avoir des offres assurance vie bien meilleures si on arrive à avoir ce type d'obligation, ce type d'actif, pour pouvoir offrir des garanties en cas de dévaluation
garantie en cas de surinflation. Voilà, de manière générale, là, c'est un exemple avec l'assurance vie, mais ça peut être un moyen de protéger les capitaux de manière générale, et également sur l'assurance non-vie, on peut peut-être aussi avoir des garanties finalement sur les biens, vu que de la même manière, voilà, post-inflation, la valeur des biens, la valeur des prestations qui sont garanties via l'assurance, leur valeur peut doubler également. Un éventail des garanties possibles grâce à ces obligations. Donc en assurance non-vie, ça peut être un moyen d'améliorer l'offre, donc en garantissant les biens, plutôt que de garantir des montants qui, dans un contexte inflationniste, voilà, les montants garantis peuvent ne plus suffire finalement à assurer ou à repayer ce que le client avait souhaité assurer. Donc en assurance vie, comme on l'a vu, garantir le pouvoir des fonds investis par le client. Sur les assurances décès, garantir les prestations en cas de décès, donc peu importe l'évolution des prix entre la date de souscription et la date du sinistre. Donc ça peut être vrai pour les temporaires d'essai et en particulier les assurances obsèques. Voilà. Et également aussi, on parle souvent de retraite complémentaire, retraite par capitalisation. Donc ça peut être un bon moyen. Voilà, la retraite, c'est de l'épargne à très long terme. Et sur du très long terme, voilà, on ne sait pas, même si aujourd'hui, voilà, on n'a pas de risque de dévaluation, on n'a pas on n'est pas dans un contexte inflationniste, mais quand on est dans de la retraite, on est sur de l'épargne à plus de 30 ans, et donc sur 30 ans, on ne sait pas comment le contexte peut évoluer, donc ça peut être un bon moyen de garantir la retraite par capitalisation. Donc, de manière plus générale, pour la protection des entreprises, donc diminuer leur risque d'OPA en conservant le pouvoir des capitaux. Donc, si on investit bien sûr les capitaux, les excédents de trésorerie sur ce type d'obligation. Et donc, pour l'émetteur de l'obligation, l'intérêt c'est de diminuer l'intérêt de la dette, quel que soit le contexte.